Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, enfants de pervers narcissiques, victimes de stress et de trauma. Je vous souhaite une bonne écoute. Enfant de pervers narcissique, c'est un enfant qui est sous emprise, qui n'est pas considéré comme sujet, mais comme objet. Selon le niveau de perversion subi, l'enfant de pervers narcissique est d'abord victime de violences psychologiques insidieuses, puis violences psychologiques directes, voire également de violences physiques et ou sexuelles. Grandir avec un parent pervers narcissique a des effets délétères. Qu'en est-il donc du stress et du trauma ? Je vous propose d'aborder cette thématique à travers, premièrement, le pourquoi du danger de la construction avec un parent pervers narcissique et deuxièmement, les conséquences en termes de stress et de trauma. Comme je le disais, grandir avec un parent pervers narcissique a des effets délétères. Il en va de la construction même de l'enfant et de son cerveau à court et à plus long terme. Pourquoi ? Parce qu'il en va du mécanisme même du pervers narcissique. En effet, le ou la pervers narcissique, dont le psychisme est absent, cherche avant tout à assurer sa propre immunité et ainsi à se valoriser narcissiquement par rapport à des failles profondes et par rapport à des failles cachées. Comment ? En attaquant le moi de l'autre et en jouissant de sa déroute, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un faire-valoir. Adulte, le ou la PN a un cerveau d'enfant, avec d'énormes carences affectives et un énorme désir de reconnaissance. Il ou elle cherche donc à dominer son enfant dans un jeu de chat et de la souris pour ensuite le dévaloriser. Le pervers narcissique est un calculateur froid qui cherche à détruire sa proie. Et pour cela, il utilise, comme déjà évoqué, un moteur à deux temps, l'emprise tout d'abord sur l'autre, son enfant, et la jouissance de sa personne qu'il transforme en victime en jouant sur le chaud et le froid, en jouant sur le discours paradoxal. En conclusion, la relation parent-PN-enfant est une relation de domination. Le pervers narcissique, comme nous l'avons vu, a besoin de son enfant comme objet. Pourquoi ? Pour échapper à sa conflictualité interne. Le pervers narcissique est dénué d'empathie, est incapable de remise en question et ne souhaite pas se remettre en question et est dans une immaturité affective totale. Bref, dans un mode de fonctionnement qui entrave totalement les besoins de l'enfant. Quelles sont donc les conséquences sur l'enfant ? L'enfant de PN est dans une relation, comme nous l'avons dit, de domination, une relation de pouvoir et non une relation d'amour. Avant séparation, c'est un enfant qui vivra les violences dans le couple, des violences psychologiques notamment, qui resteront gravées. Insultes, dévalorisation, dénigrement, sachant qu'il soit victime ou témoin, cela a exactement le même impact psychique sur lui. Après séparation, l'enfant de PN est un enfant qui vit dans la terreur, dans la peur.
Il est négligé dans tous ses besoins émotionnels, ses besoins physiologiques et ses besoins affectifs. Il mange n'importe comment, il dort à n'importe quelle heure et il n'est pas entendu dans ses émotions. Il subit la disqualification permanente de sa personne et aussi de son autre parent de manière insidieuse, voire de manière directe. Enfin, il n'est pas du tout dans un cadre sécurisé. Il peut même être poussé à la faute en ayant lui-même des actes déviants, que ce soit le mensonge ou encore des actes interdits par la loi. Pourquoi ? Parce qu'il imite le parent déviant et que le parent déviant se considère au-dessus des lois. Quelles sont donc les conséquences ? Stress ou trauma ? Les premières réactions sont la peur, la terreur, et cela peut déboucher sur une dissociation. Concrètement, on parle de détresse, d'émotions négatives, de torpeur qui crée une dissociation, c'est-à-dire que l'enfant est impuissant à faire quoi que ce soit. C'est un peu comme la souris face au chat qui, à l'arrivée du chat, se fige et ne peut plus bouger. L'enfant ressent tristesse et chagrin. Il se sent frustré ou en colère. Il ressent beaucoup de culpabilité. Normal, il entend en permanence que c'est de sa faute tout ce qui arrive. La responsabilité est inversée. Il peut aussi se sentir honteux, sur le point de perdre le contrôle de ses émotions, voire horrifié par la situation. À terme, il peut donc, au-delà du stress et au-delà de la dissociation, développer un syndrome du stress post-traumatique. Syndrome du stress post-traumatique, c'est quoi ? Cela vient du grec trauma, c'est-à-dire une blessure émotionnelle profonde et qui est vécue comme une menace vitale. Elle se caractérise par 3 points. Le premier, c'est le fait de revivre l'expérience traumatique sous forme de pensée, de sensations, d'émotions ou de réactions comportementales. Par exemple, c'est l'effet de penser sans arrêt à la situation. La deuxième caractéristique, c'est le syndrome d'évitement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un comportement conscient ou moins conscient afin de lutter contre la répétition du trauma. L'enfant va par exemple se retirer du jeu, va se mettre en retrait socialement et va essayer d'éviter de parler de tout ce qui se passe. Le troisième point, la troisième caractéristique, ce sont des réactions neurovégétatives du type troubles du sommeil, avec des terreurs nocturnes ou des éveils nocturnes, la peur du noir, la diminution de la concentration, l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'il est toujours en alerte, et enfin la réaction de sursaut exagérée. On sonne à la porte, il sursaute. Il peut y avoir également d'autres troubles, notamment des troubles anxieux, par des idées obsédantes, des phobies, une anxiété de la séparation et on voit l'enfant s'agripper aux parents, des troubles dépressifs avec un repli sur soi, des troubles du comportement avec une instabilité psychomotrice, c'est-à-dire une incapacité à soutenir l'attention et à aller jusqu'au bout d'une action entreprise. Chez l'enfant, ça se manifeste par exemple par de la maladresse, de la turbulence et des difficultés scolaires. Enfin, on peut également voir des troubles somatiques par la maladie, par les maux de ventre et ainsi de suite. Il existe des symptômes différents selon l'âge de l'enfant, mais des symptômes apparents chez les plus petits, avant 3 ans, chez les enfants de 3 à 6 ans, chez les enfants de 6 à 12 ans et chez les adolescents. À l'adolescence, on constate quoi ? Des troubles de la conduite, de l'agressivité
dirigée vers soi, par exemple par l'automutilation, ou de l'agressivité dirigée vers l'extérieur. On y voit aussi des comportements addictifs avec l'abus de substances et une grande difficulté à réguler ses émotions. En conclusion, l'enfant de pervers narcissique vit certes dans l'insécurité et dans le stress chronique, mais comme on l'a vu, cela peut déboucher sur des émotions très fortes de stress par la terreur, puis la dissociation, par des troubles du comportement, pour finir par de véritables traumas de l'enfance. Le risque, c'est quoi? C'est que toute cette violence subie soit reproduite plus tard à l'âge adulte, soit vis-à-vis de lui-même, soit vis-à-vis de l'extérieur, dans un comportement d'imitation de ce que l'enfant aura vécu dans sa plus petite enfance. Dans tous les cas, cet enfant perd l'amour de soi, la confiance en soi et la difficulté à réguler ses émotions. Dans le cadre des séparations avec violence conjugale, 60% des enfants ont des troubles du stress, mais encore subissent une dépression pour finir par une dissociation et un grand vide énergétique, le laissant sans force. Les recherches ont démontré cette souffrance réelle de l'enfant qui a d'autant plus besoin de sécurité affective. Alors, quelles sont les solutions? Il est clé que l'enfant puisse bénéficier d'une figure d'attachement, c'est-à-dire d'un parent qui lui porte attention, qui le soutienne, qui le comprenne dans ses besoins et dans sa position d'enfant. Il est clé qu'il ait une personne sur laquelle s'appuyer et que cette personne lui fournisse un cadre sécurisant ainsi qu'un besoin essentiel d'amour. Les recherches démontrent également l'importance de la mise à distance avec le parent pervers narcissique tel que décrit, c'est-à-dire un parent sans empathie possible, sans attention par rapport aux besoins de l'enfant, sans remise en question ni sans volonté de remise en question et avec une immaturité affective. La mise à distance se veut physique, psychique, afin de permettre à l'enfant de se reconstruire. Enfin, il est bon de prévoir pour l'enfant un suivi spécialisé en termes d'intégration des émotions et de psychotrauma. Il en va de son développement à court terme et à plus long terme, ainsi que de celui de la société. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube, ainsi que sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt!